Bon, bien, je pense que nous sommes au complet. Donc, bonsoir, bienvenue à tous à l'Artistique, donc des habitués. Je suis très heureuse de recevoir ce soir ici Lionel Guidy de l'IMVER à Villefranche et Hélène Guénin, directrice du MAMAC, pour ce projet commun donc de cycle de conférences qui auront lieu tous les mois à l'Artistique, en collaboration aussi avec la Fondation Tara. Donc ce projet a été initié donc depuis l'année dernière, date à laquelle nous avons eu le plaisir de visiter le bateau Tara qui était accosté au port de Nice. Et l'idée germant, on a décidé justement de mettre des bonnes volontés au service de cette cause, à savoir la mer, la préservation de l'océan et aussi la valorisation de toutes les recherches initiées par la Fondation et également le côté artistique, bien sûr, puisque Tara, on sait, est aussi une résidence d'artistes. Donc moi, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je vous remercie infiniment pour votre présence et je passe la parole à Hélène Guénin. Merci à vous. Donc, bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver ce soir et merci beaucoup à Lionel Guidy de sa présence. Alors nous avions annoncé 2 représentants ce soir pour la Fondation Tara, Romain Troublé qui a été l'un des fondateurs et le directeur de la Fondation vous prie de bien vouloir l'excuser, il a eu un souci de santé qui l'empêche d'être là. Mais nous avons à côté de nous un digne représentant de la Tara investi depuis plus de 16 ans autour de cette fondation, qui a été une des premières fondations en France dont la vocation était la connaissance et la préservation des océans et qui est reconnue par l'ONU comme un représentant, un porte-parole aussi officiel de la voix des océans et qui va jouer un rôle aussi au moment du sommet des océans qui se tiendra à Nice au mois de juin. Donc, à double titre, nous souhaitions avoir cette collaboration croisée avec l'artistique, à la fois dans le cadre de la Biennale des Arts et de l'Océan, qui va commencer à partir de début mai et qui verra 11 expositions se déployer dans la ville de Nice autour de la thématique de l'océan, depuis l'aube de l'humanité jusqu'aux enjeux écologiques contemporains. Et donc, dans ce cadre, la Fondation Tara est partenaire et nous avons souhaité, en amont de la Biennale, mais aussi dans le cadre d'un programme plus large qui s'appelle l'Université de l'Océan et qui propose une centaine de rendez-vous pour aborder toutes les questions contemporaines autour des océans, à la fois du point de vue des sciences, du point de vue de l'économie, du point de vue des arts. Et donc, cette centaine de rendez-vous se déploie quelque part entre maintenant et septembre-octobre, à la fois l'artistique, au CUM, mais aussi dans d'autres sites de Nice. Et donc, à notre échelle plus ramassée, nous avons pensé ensemble avec la Fondation Tara ce cycle de 5 conférences qui vont se déployer jusqu'au moment du sommet des océans et qui permettront de rentrer progressivement dans l'histoire de la Tara, qui au départ est une aventure scientifique, mais je ne vais pas en dire trop parce que c'est aussi l'objet de la présentation de Lionel Guidy, mais au départ une aventure scientifique de collecte d'informations sur les océans du monde. Et très vite, il y a déjà un peu plus de 20 ans, la volonté aussi d'accueillir des artistes à bord des expéditions pour croiser les regards, pour apporter aussi une autre façon de regarder le vivant, regarder l'océan, regarder les grands enjeux sur lesquels les scientifiques travaillent et faire aussi une forme de relais avec le grand public. Pour celles et ceux qui se rendent parfois à Paris, il y a une très belle exposition en ce moment au 104, qui est l'équivalent de notre 109, autour de la collection, alors pas de la collection, pardon, plutôt du fruit du travail d'une sélection de résidents et résidentes de la Fondation Tara. C'est une très belle exposition qui permet de montrer comment ces artistes ont porté au fil des années la voix de l'océan. Donc je vous incite à aller la voir, je crois qu'il lui reste à peine quelques semaines. Et vous pourrez retrouver certaines de ces pièces dans le cadre de la Biennale des océans. Et donc on va traverser progressivement cette aventure de la Tara. C'est les géographies qui ont été vues au fur et à mesure des expéditions, les collaborations avec certains artistes et le dernier rendez-vous qui se tiendra le 4 juin à l'Artistique dans le contexte du sommet
permettra aussi de revenir sur un des grands enjeux de la Tara, c'est le plaidoyer. C'est-à-dire que tout ce savoir accumulé, qui est aussi mis en partage, c'est une façon de porter auprès des décideurs politiques, économiques, la voix des océans, la voix de la biodiversité et de la préservation. Donc Tara fera partie des interlocuteurs au moment de l'UNOC. Et donc sur ce dernier rendez-vous, l'équipe Tara partagera la manière dont ils construisent aussi des outils de conviction et partagent ce savoir sur les océans. Alors notre invité ce soir, qui vient inaugurer cette conférence, est directeur de recherche au CNRS, travaille également au laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer et est impliqué depuis plus de 16 ans dans l'aventure de la Tara. Et alors là, je vais devoir prendre des notes si je dois donner votre profil scientifique, parce que ma connaissance s'arrête là. Donc, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, donc je préfère lire. Donc, vous êtes spécialiste, donc vos travaux portent sur l'étude du cycle du carbone et de la pompe biologique océanique, donc notamment en exploitant les données d'imagerie marine pour comprendre et prédire les réponses des cycles biogéochimiques océaniques au changement global. Donc, on est vraiment complètement dans les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain et de ce qui sera discuté à l'UNOC. Et voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole et merci infiniment d'être là. Merci de vous être déplacés aussi nombreux pour venir écouter une conférence. Alors normalement, comme il a été dit tout à l'heure, Romain devait être là. Romain, c'est donc la personne qui a créé la Fondation Tara Océan. Je vais revenir un petit peu dessus, et qui en est le responsable aujourd'hui. La fondation, donc je vais vous présenter. Romain m'a gentiment envoyé quelques diapos pour que je puisse vous parler de la fondation. Donc je connais très bien la fondation parce que je travaille avec elle depuis maintenant quasiment 16 ans. Et moi, je suis directeur de recherche au CNRS. Donc c'est un modèle un peu particulier. Normalement, la France ne fonctionne pas tout à fait comme ça. On fait de la recherche au CNRS, dans les universités. On a une flotte océanographique sur lequel on peut faire de la recherche océanographique. Mais depuis plusieurs années, il y a des partenariats qui sont tissés avec des fondations, comme la Fondation Tara, à la fois pour permettre de faire de la recherche, mais aussi pour porter la parole de la recherche comme il a été discuté, vers le public de façon générale, mais aussi pour faire du plaidoyer et avoir des retombées politiques sur des recherches qui ont des potentiels impacts pour la société ou pour l'humanité. Donc la Fondation Tara a pour objectif vraiment de protéger l'océan dans son ensemble. Donc elle a déjà plus de 20 ans d'existence maintenant. Et c'est comme il a été dit tout au début, ça a été la première des fondations qui a été reconnue d'utilité publique dédiée vraiment à l'étude de l'océan. Il y a d'autres fondations qui existent, mais vraiment sur l'océan, ça a été la première. Elle a deux missions principales qui sont d'explorer l'océan pour mieux le comprendre et de partager ses connaissances, les connaissances qui sont acquises par les scientifiques qui embarquent sur cette goélette, au travers de différents moyens, alors artistiques, le plaidoyer ou la communication. Je vous en montrerai plusieurs exemples, et en particulier avec les jeunes et les enfants. Donc Romain, c'est lui qui aurait dû être là ce soir pour vous parler complètement des objectifs de la Fondation. C'est donc le directeur général de la Fondation qui a été créé suite au don du bateau à la Fondation par Agnès B, qui possédait le bateau et qui l'a légué à la Fondation pour pouvoir faire des recherches, et Étienne Bourgois, qui est le fils d'Agnès B, entre autres, et qui en gros ont donné cet investissement de départ, plus des dons consécutifs, pour pouvoir travailler sur les océans avec des chercheurs qui avaient des questions spécifiques. Donc pourquoi la Fondation elle s'intéresse à l'océan? C'est parce que quand on regarde déjà depuis l'espace, finalement, tout le monde le sait, ici, la Terre est bleue plus que verte. Donc c'est vraiment l'écosystème principal de notre Terre, et qui est toujours aujourd'hui sous-méconnu par rapport au reste des écosystèmes, de la diversité par exemple, ou de l'importance des forêts par rapport à le changement climatique ou nos ressources sur lesquelles on peut vivre. L'eau, donc, ça paraît beaucoup en fait, la Terre est bleue dans son ensemble, mais il faut se rappeler quand même que la profondeur maximum, la profondeur moyenne des océans, c'est à peu près 4000 mètres.
de partout. Ça, c'est la profondeur moyenne. Si on prend toute la surface disponible d'eau sur Terre et qu'on la met à l'échelle d'une sphère, hein, donc l'équivalent de la Terre, et qu'on la met en parallèle à la Terre, bah, finalement, c'est ça. C'est ce petit point ici, là, par rapport à la surface générale de la Terre. Ça, c'est notre air qui est disponible. Donc, finalement, c'est une ressource qui paraît abondante, mais elle est limitée. Et si on s'intéresse à l'eau douce, c'est ce petit point-là, uniquement ici. Donc, en fait, ça met vraiment les choses en perspective, c'est-à-dire que c'est une ressource qu'on suppose abondante, disponible, mais finalement, elle est assez rare. Rare et du coup en danger par rapport au changement. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à étudier et protéger l'océan? Parce que ça a un rôle écosystémique et un rôle sur la planète qui est primordial. Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça recouvre 71% de la superficie totale, mais ça abrite en tout 99% de notre biosphère, donc tous les organismes vivants terrestres. Ça absorbe 98% de l'excédent de chaleur. Donc en fait, quand on parle de réchauffement climatique, notre tampon principal sur la hausse de la température, c'est réellement l'océan, c'est pas la Terre. Ça, c'est sur le plan température. Ça aussi produit l'oxygène qui est disponible sur Terre aujourd'hui. Alors ça, c'est sur des temps géologiques, hein, mais sans l'océan et les organismes qui vivent dans l'océan, aujourd'hui, on n'aurait pas d'oxygène sur Terre. Donc ça a apporté le stock d'oxygène qui a permis le développement de la vie sur Terre. Et finalement, c'est aussi 25 à 40% des émissions de CO2 induites par l'activité humaine qui sont piégées chaque année par les océans. Donc sans ce tampon-là, notre climat serait d'autant plus dégradé. Donc je vais vous mettre maintenant une petite vidéo de pause là, pour vous présenter une vidéo de la Fondation et de ses objectifs. Quand j'ai découvert le plancton, mais j'ai vu encore la beauté de la terre, la beauté de la création. On ne soupçonne pas la richesse qu'abrite l'océan, son peuple invisible, si essentiel à la vie sur Terre. Nous sommes tous connectés. Terre, fleuve, océan. C'est une révolution, Tara. Cette aventure humaine et scientifique collective. On est plus fort en étant collectif. Tara, c'est un collectif où chacun contribue. C'est très beau, Tara. Ça fait comme terre quand on est naufragé. Depuis 20 ans, nous sommes engagés pour l'océan. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant pour l'avenir de la planète, de l'humanité. Il faut aller plus vite, continuer à explorer, à comprendre l'océan, à anticiper les grands bouleversements. Il faut continuer à partager et à changer le monde. Tout se joue entre maintenant et les 20 prochaines années. Plus que jamais, l'océan a besoin de nous. Donc ça, c'était une petite vidéo de présentation des activités de la Fondation, ses objectifs, et puis le message aussi, c'est d'essayer de vous embarquer, vous,
dans cette aventure et cette motivation de protection de l'océan. Et au cours de cette conférence, je vais essayer de vous embarquer petit à petit avec moi sur le bateau, sur comment on travaille, sur ce qu'on fait à bord et sur les recherches qu'on y mène. Donc une partie des objectifs de la Fondation, du coup, c'est d'explorer l'océan sur un modèle, comme je le disais tout à l'heure, qui est un peu particulier parce que c'est un vrai partenariat entre la Fondation, qui a des objectifs de plaidoyer pour la protection, et la recherche, donc pour s'appuyer sur des résultats de recherche pour pouvoir faire son plaidoyer. Et c'est une vraie synergie entre la Fondation et les chercheurs. Comme vous allez le voir, il y a des centaines de chercheurs qui ont embarqué sur la goélette pour pouvoir faire leurs recherches et ensuite transférer ces recherches qui souvent paraissent un peu obscures, lointaines, etc., mais qui sont en fait complètement d'actualité dans la vie de tout le monde. Et qu'au moins les gens soient au courant du type de recherche qui se fait et des conséquences que ça peut avoir. Donc depuis 20 ans, la Fondation elle a déjà fait 13 expéditions. Là, je vous mets les principales. Donc ça a commencé avec une dérive en Arctique, ça c'était en 2006-2008. C'était la toute première dérive que la goélette a faite, en s'ancrant au nord et puis en dérivant avec la glace au cours de sa migration vers le sud. Ensuite, il y a eu une des expéditions les plus emblématiques, c'est Tara Océan, qui a été faite entre 2009 et 2013, qui a fait le tour du monde, c'est le trait violet là, puis ensuite un tour de l'Arctique aussi. Donc Tara Océan, c'est tout ça. Et moi, je vais me focaliser après sur les résultats de recherche de cette expédition-là, où je vous présenterai juste un aspect de ce qui a été fait. Il y a aussi une partie qui a été faite en Méditerranée, qui était vraiment focalisée sur l'étude de l'impact du plastique et de la pollution plastique, parce que la Méditerranée, c'est une mer semi-fermée, sur lequel en fait, la pollution plastique est très importante. Et donc, il y a tout un volet de recherche qui a été mené sur l'impact des plastiques sur les organismes marins et sur la pollution de façon générale. Un peu plus récemment, en 2016-2018, il y a Tara Pacific qui a été mené, là, c'est ce trait bleu, là, bleu clair, qui était vraiment focalisé sur l'étude des systèmes coralliens. Une autre campagne microplastique qui avait un peu le même rôle que celle de 2014 en Méditerranée, mais qui, elle, était plus sur l'ensemble des côtes européennes. Et puis tout récemment, il y a la mission Microbiome qui a eu lieu sur toutes les côtes européennes ici, jusqu'ensuite descendu ici en Afrique du Sud pour aller en Amérique du Sud, remonter, rentrer en Europe. Et donc là, c'était vraiment une étude de l'ensemble du microbiome océanique avec une focalise un peu atlantique, parce que c'était un système qui nous intéressait particulièrement. Donc voilà, les 5 grandes missions là, de Tara, c'est celle-ci. Je vous ai mis quelques chiffres ici, c'est pas la peine de les retenir, mais en gros, c'est beaucoup de navigation, beaucoup de gens embarqués, des grosses mobilisations, beaucoup d'efforts scientifiques et de la Fondation pour arriver à faire que les recherches avancent et qu'elles soient communiquées. Donc moi, je me focaliserai vraiment sur cette partie-là, Tara Océan, parce que c'est là-dedans que j'ai été impliqué quand j'étais encore postdoc à l'époque à Hawaï, avant de rentrer en France pour vraiment m'impliquer dans les recherches du consortium. Et là, dernièrement, là, c'est ce qui va se passer en 2026, je vous en dirai quelques mots aussi. Tara est en train de construire une station polaire, donc elle est construite, et elle fera une première dérive en 2026, et elle a l'objectif de travailler pour plus de 20 ans en Arctique pour suivre la fonte des glaces. Donc juste pour dire que les recherches qui sont faites mènent à des résultats. Souvent en France, on entend dire que la recherche, elle cherche et elle ne trouve pas grand-chose. Ici, en fait, on a beaucoup fait de recherches qui ont porté à des résultats. Tara, aujourd'hui, c'est à peu près 1000-2000 articles scientifiques, même peut-être un peu plus, mais c'est surtout une banque de données incroyable que les gens utilisent partout dans le monde. Il y a beaucoup plus d'articles qui sont produits par des chercheurs étrangers, parce que la masse de chercheurs, elle est globale, que par la France aujourd'hui, parce que les données sont disponibles. Et donc c'est un des objectifs de la Fondation, c'est que les données ne restent pas dans les tiroirs, elles ne restent pas avec des accès limités, c'est que ce soit de la science ouverte, et donc que tout le monde puisse les utiliser. Et l'ensemble des chercheurs qui ont collaboré sur ces projets ont mis leurs données disponibles pour que toute la communauté océanographique puisse les utiliser. Donc ça a fait un peu la une, il y a eu des gros articles faits. Donc pour ceux qui sont familiers avec la recherche, on a publié dès la fin de la mission, ça c'était en 2015, on a réussi à avoir 5 articles publiés dans la revue Science, qui est une des plus grandes revues de recherche au monde. On a eu des articles dans Nature, il y a Tara qui a pu faire un petit mot sur un article spécifique sur l'impact de la Fondation dans la recherche en océanographie. Là c'était récent, c'était en 2023 je crois. Et donc voilà, il y a énormément de publications qui ressortent des résultats issus du travail en collaboration avec la Fondation.
En quelques chiffres, un résultat marquant, c'est que grâce au séquençage qui a été fait sur les échantillons, alors je reviendrai là-dessus, des échantillons qui ont été récoltés au cours des différentes expéditions, on a pu identifier 200 000 virus. Alors attention, ce n'est pas des virus dangereux et tout ça, c'est des virus marins, mais c'était complètement inconnu jusque-là. On savait qu'il y avait des virus dans l'océan, mais la diversité était complètement inconnue. Grâce aux échantillons récoltés sur ce type d'expédition, on a pu mettre ça en lumière. On a récolté énormément d'échantillons, c'est 140 000 échantillons de différentes choses qui sont analysés dans différents laboratoires. C'est beaucoup de gènes découverts aussi. En gros, on a plus d'informations aujourd'hui sur la génétique marine que sur le génome humain. Ça vous donne un peu une idée des avancées qui ont été faites. Et donc, c'est vraiment un nouveau modèle aussi de protection de l'océan basé sur le plancton. Pendant très longtemps, le plancton, personne ne savait ce que c'était. Alors, je ne sais pas, dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui savent ce qu'est le plancton? Voilà, il y a encore un effort à faire, mais les choses avancent. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'en fait, on peut protéger les choses même quand les gens ne les connaissent pas et que c'est invisible à l'œil nu. Et donc, c'est un modèle un peu nouveau parce que protéger l'Arctique parce qu'il y a des ours polaires, tout le monde adhère à l'idée. Voilà. Protéger l'océan parce que le plancton, c'est le chaînon principal de l'ensemble de la vie sur Terre. C'était plus compliqué en fait à faire comprendre, mais petit à petit on y arrive. Donc comme je le disais, un des objectifs, une fois qu'on a fait ces découvertes, c'est de les partager. Et donc Tara met énormément d'efforts dans cette direction. Et donc en fait, partager, c'est sensibiliser et c'est éduquer. Et donc au cours des 20 dernières années, grâce à des programmes éducatifs mis en place sur les résultats des recherches menées sur le bateau, la communication, en tout cas l'étude de l'océan, la sensibilisation aux enjeux reliés à l'océan, ont pu être communiqués à plus d'1 million d'élèves au travers de différents supports éducatifs. Et Tara a pu faire embarquer 140 000 enfants au total sur la goélette au cours de ses escales. Parce que les enfants, c'est l'avenir, c'est notre avenir. Et les sensibiliser, c'est sensibiliser les océans sur le long terme. Sensibiliser en tout cas les populations sur la protection de l'océan sur le long terme. Donc il y a tout un volet sur le développement de l'ocean literacy, donc comment communiquer autour de l'océan, transférer nos connaissances. Donc ça, Tara le porte fièrement au travers de différentes conférences comme ce soir, de documentaires, de livres, de podcasts, etc., grand public, et aussi avec les artistes qui embarquent en résidence sur le bateau, ça a été évoqué, et qui produisent différents types d'œuvres qui sont ensuite disponibles au public pour sensibiliser aussi sur l'océan au travers de l'art. Et finalement, c'est le plaidoyer. Donc Tara est très impliquée dans ce transfert de l'information vers les politiques pour la mise en place de politiques publiques. Donc il y a 3 champs d'action, c'est l'océan et le climat. Moi, je suis principalement là-dessus. La haute mer. Donc le BBNJ, c'est un accord international qui est en cours de préparation pour la protection de la haute mer. Et sur la biodiversité et le plastique. Ils ont un siège d'observateurs à l'ONU pour pouvoir véhiculer des messages. Et puis ils sont très impliqués dans ici à la COP21 par exemple sur la biodiversité. Et ils sont membres fondateurs de la plateforme Océan Climat dont la vocation c'est vraiment de faire du plaidoyer. Et donc finalement, tout ça, ça va conduire à l'UNOC en 2025, donc la conférence des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu à Nice, dans lequel Tara sera fortement impliquée avec les chercheurs de la Côte d'Azur aussi, pas que, mais qui participeront à la fois à la conférence scientifique qui aura lieu une semaine avant l'UNOC, en gros, il y aura une conférence scientifique dédiée sur l'océan, et ensuite la conférence des Nations Unies, où il y aura des tribunes, des side events spécifiques pour montrer l'importance de l'océan. Tara en fera un sur le plancton, justement, qui sera organisé à Villefranche. Les 3 dossiers majeurs que la Fondation porte aujourd'hui, c'est l'objectif 30-30, qui vise à protéger 30% de la superficie des océans pour sa biodiversité dans son ensemble, qui vise aussi à... un des objectifs, c'est la ratification du BBNJ, qui passe par beaucoup d'accords internationaux qui sont difficiles à mettre en place. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, le BBNJ, c'est l'accord de protection sur la haute mer. Et qui travaille aussi sur un moratoire pour le deep sea mining, parce qu'avec les terres rares, les métaux rares que les gens
aujourd'hui, les grandes entreprises ont besoin d'aller chercher de plus en plus pour nos téléphones portables, pour la haute technologie. Ben, il y a de plus en plus de chantiers d'exploitation des grands fonds pour ces minerais, sans pour autant prendre en compte l'importance de ces grands fonds pour la biodiversité globale, pour notre climat, etc., et sans connaissance majeure de ce qui se passe au fond. Vous allez voir un peu plus tard que l'océan profond est très méconnu encore aujourd'hui. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans la partie recherche. Ça, c'était vraiment la partie de la fondation. Et je vais essayer de vous convaincre qu'il est important d'étudier l'océan pour pouvoir le protéger. Et je vais vous montrer un petit peu, je vais vous parler de comment est-ce qu'on l'étudie. Donc ça, c'est mon rôle en tant que chercheur au laboratoire d'océanographie de Villefranche, en tant que chercheur CNRS. Et donc aujourd'hui, les principaux enjeux, c'est que, c'est ce que j'ai un petit peu dit tout au long de cette première présentation, mais l'océan, ça représente une importante ressource économique et sociétale, c'est-à-dire que c'est à la fois des ressources pour notre croissance, hein, il ne faut pas le cacher, mais aussi pour notre environnement de façon générale. C'est un tampon pour le climat, c'est des ressources marines et de la biodiversité à ressources pour, par exemple, des ressources pour les médicaments. Enfin voilà, c'est des ressources sociétales importantes. On a besoin de l'observer en continu pour comprendre son évolution et ses modifications, reliées à la fois à des modifications naturelles et des modifications reliées à l'impact de l'homme sur l'océan. Donc ça, il faut mettre en place des systèmes d'observation pour pouvoir le suivre. Et c'est assez compliqué parce que l'océan, quand on le regarde comme ça, tout le monde a l'impression de voir une grande étendue bleue avec rien qui s'y passe. Mais c'est un système très dynamique qu'il est compliqué d'observer. Et ces observations doivent être mises au service de la connaissance en priorité, et ensuite, ces connaissances doivent servir à l'aide à la prise de décision. Comme je disais, par exemple, pour l'exploitation des grands fonds, le deep sea mining, ça ne sert à rien d'y aller si on ne connaît pas les conséquences potentiellement d'extraction de minerais sur les océans profonds. Le problème de tout ça, c'est que suivre l'océan, c'est compliqué. C'est un système qui est très dynamique, qui fonctionne en 3 dimensions, avec des dimensions qui nous échappent, hein, parce qu'un océan de 4000 mètres, 6000 mètres de fond, il faut pouvoir y aller, c'est compliqué à envisager. Et c'est un océan qui est à l'interface de plein de champs disciplinaires, en particulier la physique, les courants océaniques. Tout le monde a ça un peu en tête, hein, le Vendée Globe, ça ne se ferait pas sans les courants océaniques, par exemple. La chimie et sa biologie. Et donc ça, c'est un bon exemple de ce qui se fait aujourd'hui en type de système d'observation. Donc forcément, on va en mer, hein, on va récolter des informations. Ça, c'est ce qui se fait avec Tara. On utilise des bouées instrumentées, on a des satellites qui regardent l'océan en permanence, on a des robots qui patrouillent dans l'océan avec tout un tas de capteurs qui sont capables de nous remonter des informations. On a des sites instrumentés avec tout un tas de capteurs au fond, dans la colonne d'eau. Et tout ça, il faut qu'on soit capable de le mettre en cohérence, l'intégrer et le mettre dans des modèles pour comprendre potentiellement ce qu'on observe et ensuite modéliser les évolutions futures. Donc ça, c'est un exemple que vous avez dans la région. C'est ce qui se passe à Villefranche-sur-Mer. C'est un système d'observation locale. Donc ça, c'est la rade de Villefranche, pour ceux qui la connaissent. Et ici, on a 2 sites d'observation, la bouée Éole et le point B, où en fait, on a des suivis hebdomadaires de tout, de la physique, de la chimie, de la biologie, et ce qui nous permet en fait d'avoir des informations sur les évolutions à long terme. Donc là, on a plus de 60 ans de données ici, sur ce qui se passe dans la rade. Mais la rade, elle est représentative de tout ce qui se passe dans le courant Ligure, par exemple. Donc voilà, ça c'est un système d'observation locale sur lequel on a cette bouée, là, c'est la bouée Éole, et les sorties qui se font quotidiennement au bateau. Ensuite, à l'échelle régionale, par exemple, on a ce maillage ici, là, qui va entre la partie italienne et puis ici au large de l'Espagne jusqu'à la Corse, donc tout ce bassin méditerranéen, là, sur lequel on a des sorties qui se font annuellement pour faire de la surveillance de l'état de l'écosystème, à la fois sur sa physique, sa chimie et sa biologie encore. Donc ça, c'est fait 2 fois par an, depuis plus de 10 ans maintenant, et qui nous permet d'avoir une information sur l'état de l'écosystème et son évolution. Et donc ces observations-là, elles s'intègrent dans ce système-là. Il faut comprendre que tout est imbriqué. Les observations locales nous informent sur les potentielles évolutions à long terme qu'on a besoin de projeter dans un environnement régional, qu'on a ensuite besoin de projeter dans un environnement mondial. Et donc tout ça, ça s'appuie sur des programmes d'observation à long terme soutenus par les institutions telles que le CNRS ou les universités. Donc ça, c'était un exemple de système d'observation qui nous permet de suivre un peu l'état de santé de l'océan. Mais là, je vais vous embarquer sur le plancton, parce que c'est un des maillons principaux de ce système compliqué.
Et donc je vais vous plonger dans une petite vidéo réalisée par Christian Sardet, qui a de très belles images de plancton, pour vous montrer un petit peu ce qu'on appelle plancton et la beauté de ces organismes. Plancton vient du grec planctos, qui signifie errer. Le plancton, c'est donc une collection d'organismes qui se laissent porter par les courants. Du minuscule virus aux plus longs animaux du monde, les siphonophores, en passant par les algues microscopiques et le krill. Certains dériveront toute leur vie, comme ces salpes. D'autres ne restent dans le plancton qu'à l'état d'embryon ou de larve, comme les mollusques et les poissons, qui, une fois devenus adultes, se fixent ou nagent librement. Le plancton joue un rôle important dans la vie des humains. On pourrait dire par exemple que nous respirons grâce à lui. Certaines espèces, en produisant de l'énergie par photosynthèse, génèrent de l'oxygène et absorbent du gaz carbonique. Résultat, l'air que nous respirons est renouvelé. Le plancton est aussi un grand pourvoyeur d'énergie fossile. Depuis plus d'1 milliard d'années, il se dépose au fond des océans en mourant, et cette couche de sédiments fossilisés produit le si précieux pétrole. Enfin, le plancton nous nourrit. Il constitue la base de la chaîne alimentaire où les plus gros mangent les plus petits. Sans plancton, pas de poisson. Donc ça, c'était un petit exemple d'organismes que vous pouvez rencontrer tous les jours en allant vous baigner, en fait, mais qui restent invisibles pour la plupart des gens, parce qu'il faut les mettre sous microscope, sous loupe, pour pouvoir les observer. Donc c'est toutes des images qui ont été réalisées quasiment devant nos côtes ici, à Villefranche, par Christian, avec des petites pêches et des récoltes d'organismes, puis mis sous loupe binoculaire. Donc le plancton, c'était tout ça. Mais c'est difficile de se dire, ces organismes microscopiques, vraiment, quel est leur rôle à l'échelle de la Terre? En fait, ça peut être complètement négligeable. Un bon exemple que je vous ai mis ici, c'est ça. Alors ça, c'est quoi? C'est une image prise par un satellite au large de l'Angleterre. Ce qu'on voit ici, alors c'est des fausses couleurs, mais sur lesquelles on essaye de faire un parallèle avec des réelles couleurs si vous étiez en train de regarder l'océan depuis l'espace. Ça, ici, c'est du plancton. Donc en fait, cette énorme masse ici qu'on voit, elle est composée d'organismes microscopiques, des coccolithophores qui sont calcifiants, dont tout ça là, c'est des frustules de calcium. Et donc ça fait des masses complètement gigantesques d'organismes qui contribuent à la photosynthèse, à la production d'oxygène, à la séquestration du carbone. Ça, c'est si on regarde depuis les satellites, mais il suffit d'aller se balader en Angleterre pour voir ces falaises-là, ou les falaises d'Étretat, par exemple, qui sont composées uniquement d'organismes planctoniques. Donc si c'est dans ce cas-là, en Angleterre, c'est des aptophytes. Donc c'est capable, au cours de temps géologique, de former des structures de cet ordre de grandeur. C'est aussi ce qu'on trouve partout dans les roches en Égypte sur les pyramides. Tous ces petits organismes-là qui sont fossilisés, c'est l'ensemble, c'est des organismes planctoniques. Ou encore, c'était à Notre-Dame, ça n'est plus trop maintenant, mais on pouvait voir des traces de foraminifères sur les roches de Notre-Dame. Donc voilà, le plancton, il est partout, il est tout le temps, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de mettre la bonne loupe pour le regarder. Et donc maintenant, je vais revenir sur Tara Océan et une des recherches qu'on a conduites sur le bateau. Donc pour rappel, c'était ce grand circuit-là vraiment autour des équateurs dans un premier temps, là, autour du monde, puis en décembre 2013, un tour de l'Arctique pour compléter notre observation de l'océan. Et donc ça a été fait à bord de ce petit bateau, finalement. Tara, ça paraît peut-être grand pour les gens qui connaissent le bateau, mais
c'est un petit voilier. Quand on y travaille 3 ans dessus, l'espace est limité, quoi. Donc le bateau, il a été pensé pour pouvoir faire de la recherche et optimisé finalement par les équipes scientifiques pour pouvoir y retirer un maximum d'informations. C'était un exercice très particulier parce que d'habitude, en tant que chercheur, on embarque sur des bateaux océanographiques qui font la Thalassa, le pourquoi pas, c'est des bateaux qui font 60-80 mètres de long, qui sont capables d'embarquer 40 scientifiques avec 40 personnes d'équipage. Donc c'est des équipes entières de recherche qui sont capables de déplacer un laboratoire finalement en mer. Ici, on se retrouve avec 7 personnes qui sont capables de travailler et de récolter potentiellement autant d'informations que les 30 qui partent en mer. Alors, pas de la même qualité, pas de la même façon, mais l'objectif, c'était d'optimiser ça pour pouvoir obtenir un maximum d'informations exploitables après. Parce que si c'était juste pour aller faire un tour en bateau, aux chercheurs, on serait allé sur des bateaux scientifiques, en fait. Donc ça, on l'a développé autour de 2 systèmes, un labo humide et un labo sec. C'est typiquement ce qu'il y a sur les bateaux océanographiques, mais il a fallu compacter et optimiser au maximum l'espace pour pouvoir le faire. Donc quand je vous dis compacter, c'est que le pont arrière du bateau, par exemple, ça ressemblait à ça. Ici, où on avait l'instrument principal qui nous sert à faire de l'océanographie, qui est ce qu'on appelle une rosette ici, avec une quantité de capteurs incroyable par rapport à la taille de la structure, des bouteilles qui nous permettaient de prélever de l'eau, des filets en plancton pour aller faire nos pêches, et puis ramener les organismes, et ensuite les étudier, des pompes aussi pour faire des prélèvements, et puis il y avait un labo humide, et ça c'est la vision du labo humide de l'intérieur avec une caméra grand angle, où il y a 2 personnes dedans en train de travailler. Mais en fait, le labo humide, c'était ça, de l'extérieur. Et ça, c'est à l'échelle humaine. Donc, il a fallu faire toutes les manips qu'on fait dans des labos qui, des fois, font 20, 30, 40 mètres carrés dans cet espace-là. Ça, c'est une autre vue de l'intérieur avec Gabi Gorski, je ne sais pas si certains le connaissent, qui était directeur de l'Observatoire à Villefranche, qui était en train de faire des filtrations à l'époque, donc il faisait encore des manips pour faire des prélèvements en génomique. Et ça, c'est voilà, l'ensemble du matériel qu'il y avait à l'intérieur, vraiment optimisé pour l'espace au maximum. Et ça, c'est un exemple de notre labo sec. Donc le labo sec, c'est là où on met les instruments qui ne sont pas capables de prendre l'eau, parce qu'il y en a quand même en océanographie, ça peut paraître bizarre, mais on est obligé de faire des mesures avec des ordinateurs aussi. Et donc on avait optimisé au maximum l'enchaînement des machines pour mesurer tout en même temps. Ça, c'est un cytomètre en flux qui permet de mesurer des organismes microscopiques, vraiment de l'ordre du micromètre. Ça, c'est un flowcam qui nous permet de regarder le phytoplancton de l'ordre de quelques dizaines de micromètres. Ça, c'est un instrument qui permet d'avoir la photosynthèse directement. Ça, c'est pour suivre la température, la salinité de l'eau en temps réel. Ça, c'était pour prendre des belles photos. Christian en a pris énormément à bord du bateau avec juste un microscope. Donc ça, c'était le setup un peu du bateau et de l'environnement scientifique qu'on a créé pour pouvoir travailler. Mais bon, avoir des laboratoires, c'est bien, mais décider de l'endroit où on va échantillonner, c'est extrêmement important parce que je vous ai dit que l'océan, c'était compliqué, c'est tridimensionnel et ça bouge beaucoup. Donc en fait, comment est-ce qu'on fait ça quand on est en mer? Donc ça, c'était valable pour Tara, mais c'est valable pour toutes les campagnes océanographiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on a des assistances à terre. Donc il y a une équipe qui travaille, donc quand on est en mer, on travaille H24, il n'y a pas de pause, on fait des rotations entre équipes, 7 jours sur 7, enfin voilà, c'est des rythmes assez soutenus. Mais à terre, c'est la même chose, parce qu'à terre, en fait, on a des gens qui s'occupent de récupérer toutes les données satellites existantes, de les agréger, de les processer, de les rendre digérables en gros, donc avec des algorithmes, etc. Et de nous fournir des informations sur la dynamique de l'océan, là où on est au moment où on y est. Et donc ça, c'est assez incroyable de se dire qu'on a quand même une constellation de satellites qui est capable de regarder l'océan, nous donner sa température, sa salinité, la vitesse des courants, la quantité de chlorophylle. Et donc tout ça, on avait ces informations en temps réel à bord, grâce aux gens qui étaient à terre et qui nous les envoyaient, pour ensuite pouvoir prendre des décisions. Et par exemple, ici, on voit très bien que ça, ici, c'est très différent de ça. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a une structure océanique ici, un tourbillon, qu'on appelle la mésoéchelle, de l'ordre de 100 km. Mais le bateau pouvait être, par exemple, ici, on se disait, on veut aller échantillonner dans cette structure parce qu'elle est très particulière. Ici passe quelque chose. Et donc, on était informé en temps réel pour pouvoir faire ça. Et ça a été fait pendant 3 ans. Maintenant, une fois qu'on avait trouvé l'endroit pour aller échantillonner, il fallait échantillonner. Et donc, pour ça, ce qu'on utilise, principalement pour avoir des informations sur la colonne d'eau, c'est cet instrument-là que je vous disais, c'est la rosette. Ça, c'est l'outil préféré des océanographes. En fait, c'est juste une grosse structure avec des bouteilles dessus qui peuvent se fermer là où on décide de les fermer et de remonter de l'eau en surface. Et on met aussi tout un tas de capteurs dessus pour avoir des informations en continu dans la colonne d'eau. Donc ça donne ça, par exemple.
C'est des graphiques un peu comme ça, où par exemple, les capteurs qui étaient là-dessus nous ont donné ici la quantité d'oxygène dans l'eau, la fluorescence, qui est l'équivalent de la chlorophylle, donc les organismes photosynthétiques. Ici, c'est la température, la salinité, et donc ça nous donne toutes les caractéristiques physico-chimiques de la colonne d'eau. Ça, c'est par capteur. Ensuite, on avait des prélèvements. Ça, c'est fait par ces bouteilles ici, qui nous permettent d'aller chercher un peu plus de détails sur la chimie, la biogéochimie de l'eau, par exemple, la quantité de nutriments. Ça nous informe sur la capacité des algues à pousser dans ces environnements. Enfin, voilà, tout ça. Donc ça nous contextualise notre échantillonnage pour ensuite essayer d'échantillonner la biologie, parce que c'était vraiment la clé de la campagne, c'est qu'on voulait se focaliser sur les organismes et pas forcément que l'océan physique et chimique. Donc pour ça, en fait, ça paraît simple d'aller échantillonner ces organismes, mais c'est compliqué. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est parce que les organismes, ici, on a un peu leur échelle de taille. Donc ils vont de moins d'1 micromètre, donc beaucoup moins que l'épaisseur d'un cheveu, en gros, jusqu'à plusieurs centimètres. Ces organismes-là peuvent faire jusqu'à 1 mètre. Et donc, échantillonner l'infiniment petit et des choses qui sont de l'ordre de notre taille, ce n'est pas si simple. Il faut utiliser différents types d'instruments. Et donc, c'est ce qui a été fait ici. Une fois qu'on les a échantillonnés, ces organismes, il faut pouvoir en tirer des informations, savoir qui ils sont et ce qu'ils étaient en train de faire. Et donc ça, il y a 2 approches qui ont été utilisées. La première, et c'était tout nouveau à l'époque, le séquençage à haut débit venait d'arriver sur le marché. Pour vous donner une idée, c'est qu'avant la campagne, le séquençage des échantillons, donc obtenir de l'information sur les gènes dans les organismes qui étaient présents, nous aurait coûté 1 an avant 100 000 fois plus cher. Il y a eu un saut technologique qui a été fait au moment de la campagne en 2009, qui a permis finalement de diviser le coût de séquençage pour avoir de l'information sur la génomique des espèces présentes de l'ordre de 100 000. C'est comme si aujourd'hui, vous alliez acheter une maison pour 10 € dans la région, quoi. Voilà. Et l'autre avancée qui a été faite, c'est l'utilisation de l'imagerie. Donc la génomique, c'est bien parce que ça donne une idée sur qui est là, qui fait quoi potentiellement, mais ce n'est pas quantitatif, c'est-à-dire que c'est une information qui est relative par rapport aux autres organismes. L'imagerie, elle nous donne une information quantitative. Elle peut nous dire combien d'organismes de tel type étaient présents. Et donc, c'est la combinaison de ces 2 informations qui nous informe sur l'état du système et son fonctionnement. Donc là, je vais vous ramener encore en bateau et vous montrer comment ça se passe réellement, l'échantillonnage en mer. Voilà, ça c'était un petit panel de l'ensemble des instruments mis à l'eau, de l'échantillonnage, de comment est-ce qu'on traite les échantillons. Et donc ensuite, quand on revient au laboratoire, une fois que ces échantillons sont analysés, on a des données. Et comme je vous l'expliquais, on a principalement focalisé l'information sur la biologie sur 2 types de données. Donc des données de génomique, qui sont ici, et des données d'imagerie. Alors les données de génomique, elles sont de plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle le barcode. Ça nous donne les espèces qui sont présentes. Il faut
ça qu'on appelle barcode. C'est comme si on pouvait scanner un échantillon et nous dire, il y a ces espèces dedans. Ensuite, on a la métagénomique, qui ça nous donne des informations sur les gènes des organismes qui sont présents. Donc en gros, c'est leur potentiel génétique, c'est comme si on avait le génome de tout le monde dans la salle, en gros. Et ensuite, on a le métatranscriptome. Donc ça, c'est les fonctions de ces organismes. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Donc par exemple, c'est à partir de votre génome, on va savoir que, par exemple, je sais pas, vous avez des problèmes digestifs à un moment donné. Ça, c'est votre transcriptome qui va vous le donner. Donc voilà, c'est ce genre d'informations-là. Donc tout ça, ça a été collecté sur l'ensemble des échantillons, mais c'est semi-quantitatif, donc c'est relatif des échantillons les uns par rapport aux autres. Et ensuite, on avait tout un tas de données en imagerie, et je vais passer un peu plus de temps là-dessus, parce que c'est vraiment la spécialité de notre équipe au laboratoire, et c'est ce qui a été développé en partie au cours de l'expédition et qui maintenant a été globalisé. Donc, comme je le vous disais tout à l'heure, ce qu'on voulait, c'était arriver à échantillonner quasiment tout le vivant. Et je vous ai expliqué que c'était compliqué parce qu'on allait d'organismes qui étaient de l'ordre d'un dixième de micron jusqu'à potentiellement le mètre. Ça, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas mis en parallèle avec quelque chose qui est compréhensible. Si je vous le mets avec quelque chose qui est vraiment compréhensible, c'est comme si on essayait d'observer en même temps une fourmi et l'ensemble des montagnes, par exemple, de l'Himalaya ou ce genre de choses. C'est l'échelle de taille qu'il faut arriver à observer. Donc c'est facile à comprendre que finalement, ce n'est pas avec le même instrument que vous allez regarder une fourmi et regarder une montagne, quoi. Donc c'est ce qu'on a dû faire et mettre en place. Et donc pour ça, on a mis une batterie d'instruments en place qui regardent chacun au travers de leur petit spectre de taille, en gros, quoi. Donc là, on a un cytomètre en flux qui va regarder cette échelle-là. Ici, c'était un autre instrument pour ici, un flowcam ici pour cette taille-là, etc., etc. Et donc tout ça mis à bout, ça nous permet de regarder l'ensemble en une fois. Ce qui était vraiment pas gagné, hein, parce que ça pose des vrais problèmes technologiques, quoi. Maintenant qu'on a ces différents instruments ensemble, on a des données, mais il faut pouvoir comparer les données des différents instruments les uns avec les autres, en fait. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est un système d'information qui permet de rassembler des millions et des millions d'images, de les mettre dans un système et de permettre de les trier rapidement. Parce que quand on a... alors ça, c'est l'ordre de grandeur d'aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui 500 millions d'images de plancton disponibles dans nos banques de données à Villefranche. Et il faut pouvoir les analyser. Donc pour les analyser, forcément, on s'appuie sur l'intelligence artificielle, où on développe des modèles qui nous permettent de regarder des bases d'apprentissage pour ces organismes et de se dire, voilà, ça c'est un copépode, ça c'est un cténophore, ça c'est une méduse, etc. Et on le fait à l'échelle planétaire, quoi. Alors ça, c'est savoir qui est là, c'est une chose, la notation, mais finalement l'imagerie, ça permet plein d'autres choses. Il y a tout un pan de recherche qui se fait sur les propriétés des images. Donc ici, vous avez un ensemble d'organismes. Donc là, notre base de données qui s'appelle Ecotaxa, elle est capable de nous dire qui est là. Mais finalement, elle est capable d'extraire plein d'informations, comme leur taille, par exemple, le nombre d'appendices, ce genre de choses. Et donc ces informations-là, l'avantage, c'est que des ordinateurs savent l'extraire assez facilement. Et donc on peut les utiliser sans avoir l'information taxonomique, sans savoir qui sont ces organismes. Et ça nous informe aussi sur l'état de l'écosystème. Parce qu'avoir des organismes petits, ce n'est pas la même chose que des grands. Avoir des organismes motiles, c'est-à-dire avec plein d'appendices, ce n'est pas la même chose qu'avoir des organismes qui n'en ont pas. Et donc on peut apprendre sur le fonctionnement de l'écosystème rien qu'en regardant des images. Donc ce système, il a été développé au cours de Tara Océan, donc c'était en 2009-2013. Et ça, aujourd'hui, c'est les données qu'on a disponibles. Donc ça a vraiment explosé. Tout le monde les utilise, on en a partout. Donc on a des données sur des organismes marins de partout, tous les points noirs ici. Et c'est ce que je vous disais, hein, ça correspond à 500 millions d'images. Sur ces 500 millions, il y en a à peu près 40%, on sait ce que c'est. Le reste, on travaille sur des informations où c'est juste on n'a pas de nom, mais on a des propriétés sur ces images. Et en gros, c'est vraiment une communauté d'utilisateurs qui travaillent sur ça. Donc on l'a développé pour Tara Océan, on était une dizaine de chercheurs. Aujourd'hui, il y a 3500 utilisateurs, c'est plus de 800 organisations au travers le monde, et c'est 100 à 120 personnes qui travaillent tous les jours sur ce type de données. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces données ? Une des possibles voies d'exploitation, c'est la diversité, mais moi, mon dada en sciences, c'est la pompe biologique. Donc, la pompe biologique, c'est quoi ? On en a un petit peu entendu parler dans les vidéos, mais en gros, c'est ce schéma qui paraît un peu compliqué, mais c'est un mécanisme biologique qui permet par des organismes photosynthétiques, donc des algues, d'absorber du CO2 atmosphérique, de le transférer dans leurs tissus pour grandir avec l'aide de nutriments, etc.,
et ensuite qui rentre dans un processus de chaîne alimentaire ou de chaîne trophique et va être mangé par des plus gros, quoi, du zooplancton, ce genre d'organismes. Tout ça, ça va former des particules marines. Et donc la pompe biologique, c'est l'étude de ces particules marines qui vont être formées au travers de ces interactions et être transférées vers le fond par sédimentation gravitationnelle uniquement, ou par migration d'organismes. Et donc ce transfert, c'est assez facile de comprendre que ça prend du CO2 dans l'atmosphère et ça l'envoie sur le plancher océanique. Et ce qui arrive sur le plancher océanique, quand c'est enfoui dans le sédiment, c'est ce qui devient le pétrole. Donc ça, c'est un mécanisme efficace de séquestration du carbone sur des échelles géologiques. Donc c'est par la compréhension et l'étude de ce mécanisme qu'on arrive à quantifier un des processus de séquestration du carbone par les organismes planctoniques dans l'océan. Donc moi, je m'intéresse à ça. Et donc quand on s'intéresse à ça, on a besoin de comprendre qui est là, qui fait de la production primaire, donc qui absorbe le CO2, combien est-ce qu'il en est transféré, c'est ce qu'on appelle l'export de carbone, et combien est-ce qu'il en retourne vers l'atmosphère. Parce que tout ce qui va être ici utilisé en surface, c'est ce qui va être respiré par les organismes, et donc ça va renvoyer, on dit respirer, mais ce que ça fait, c'est que ça renvoie du CO2 vers l'atmosphère. Donc ce qu'on a besoin, c'est le bilan net de ce qui descend, et pas ce qui remonte. Donc pour étudier ça, pendant des décennies, les océanographes ont fait ça, bien avant que je commence la recherche, ça a commencé dans les années 60, et donc ça se faisait beaucoup en utilisant ce type d'instruments, des pièges à sédiments, qu'on déploie dans la colonne d'eau. Donc en fait, c'est largué en mer avec des bouées, on les met à différentes profondeurs, c'est ce qu'on voit là, et on va collecter les particules, et ensuite on va mesurer les flux biogéochimiques qu'on appelle, donc c'est ce que je fais moi là, donc la quantité de carbone à chaque profondeur, et on va comprendre combien est-ce qu'il en passe de la surface vers le fond, en analysant aussi les organismes qui étaient en surface. Le problème de tous ces instruments, en fait, c'est qu'ils sont très difficiles à mettre en œuvre. C'est facile à comprendre qu'il faut une équipe complète sur un bateau pour déployer ce genre de choses. Ça prend du temps, ça intègre l'information, parce que c'est un piège qu'on va mettre à, on va dire, 150, 500, 1000 mètres de profondeur. Et je vous ai dit que l'océan était très dynamique en 3 dimensions. Donc en fait, tout ce qui se passe en surface, pour collecter quelque chose à 1000 mètres, en fait, c'est facile. On peut comprendre que ça intègre de l'information sur une grande superficie en surface. Un piège, par exemple, placé ici à 1000 mètres, l'information qu'il collecte, elle est équivalente à tout ce qui s'est passé sur plus de 100 km autour de lui. Donc c'est difficile de comprendre la dynamique réelle en 3 dimensions. Et c'est pareil dans le temps, en fait. Ça va intégrer les informations au cours du temps. Donc on avait besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus résolutif dans l'espace et dans le temps. Un bon exemple de ce qui a été fait depuis les années 60, ça c'est l'ensemble des données disponibles grâce à ce type d'instrument pour connaître les flux de carbone reliés à la plombe biologique dans les océans, la séquestration du carbone. Alors on peut se dire avec une carte comme ça, c'est pas mal en fait, on a fait du bon boulot, on a une bonne compréhension des flux, mais en fait ça, il faut comprendre que ça c'est une toute petite carte avec des très gros points. Et donc en fait c'est peu d'informations. Mais ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais si je mets ce graphique-là qui, si je vous l'explique, va peut-être plus vous parler. Ici, là, c'est l'ensemble des informations, donc pas que ça, toutes les informations qu'on a dans la littérature scientifique depuis 1975 jusqu'à peu près aujourd'hui. Alors, je me suis arrêté en 2020, là, mais la tendance, elle continue, sur l'océan profond. Donc, l'océan profond, j'appelle profond en dessous de 200 mètres. Voilà, c'est pas très profond, mais de 200 mètres jusqu'au fond. Et c'est l'ensemble des publications scientifiques du domaine là-dessus, par an. Ici, en noir, c'est l'ensemble des publications scientifiques sur la Lune ou l'impact de la Lune sur la Terre. Voilà, il y a un ordre de grandeur. Donc, chaque année, on génère scientifiquement 10 à 100 fois plus de connaissances sur notre espace que sur notre propre océan. Donc, je pense que ça, c'est une image qui vraiment nous montre que l'océan, c'est difficile à observer, ok, mais c'est vraiment à notre porte. Et si on arrive à faire ça sur l'espace, je ne vois pas pourquoi on n'arrivera pas à faire la même chose sur l'océan. Et donc c'est par cette, finalement, méconnaissance de l'océan profond qu'on loupe une grande partie de notre capacité à comprendre notre système Terre et qui est principalement régulé par l'océan. Donc ça, c'est pour l'océan profond, mais finalement, sur la surface, quand on regarde la littérature, on n'a pas énormément d'informations. En fait, pour résumer, c'est comme si on regardait un petit peu notre océan au travers d'un trou de serrure, quoi. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec Tara, c'est mettre la lumière un peu plus sur ça grâce à des données de génomique, d'imagerie, qui ont un potentiel important parce que c'est du haut débit.
Et donc je vais vous simplifier toute la partie scientifique de comment est-ce qu'on est allé là, mais au final, je vous ai dit que la pompe biologique, c'était ça, c'est ce schéma assez propre, un peu compliqué, mais propre. Mais en fait, la pompe biologique, c'est ça, c'est un truc très compliqué. Il y a énormément d'interactions. Ça, c'est un collègue qui a fait ce schéma dans les années 70 pour déjà dire qu'en fait, on ne comprenait pas vraiment les choses. Farouk Azam, là, qui a dit, en fait, la pompe biologique, c'est énormément d'interactions. C'est des bactéries qui viennent coloniser des particules, qui sont mangées par du zooplancton, qui rentrent dans la chaîne alimentaire. Tout ça, ça interagit, c'est dégradé, et tout ça, ça sédimente. Mais c'est après toutes ces interactions, ça sédimente. Et donc, comment capturer ça? Pour moi, la seule idée de pouvoir capturer tout ça, c'était au travers d'une espèce de méga-analyse, donc c'est du big data, là, sur les données de génomique qu'on avait récoltées dans Tara. Parce que finalement, dans Tara, on avait tout ça. On avait tous les organismes présents, tous les gènes présents, et on s'est dit, en analysant toute cette information en une fois, on va essayer de comprendre au moins qui est là et qui fait quoi. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire, et c'est ce qu'on a fait en 2016. Alors, potentiellement, ça ne vous parle pas du tout, et je comprendrai. C'est ce qu'on appelle un réseau de co-occurrence. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il y a derrière, c'est que c'est un outil mathématique. Ce réseau de co-occurrence, en fait, c'est le premier qu'on a pu mettre en évidence, qui mettait en lumière tous les organismes potentiellement impliqués dans la pompe biologique à la surface et qui transféraient de la matière vers le fond. Que ce soit les virus, les bactéries ou les organismes plus grands comme le zooplancton avec les copépodes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, tout le monde aujourd'hui en a sur son téléphone. Ça, c'est... Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux, voilà. Si vous êtes sur n'importe quel réseau social, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de vous, ça. C'est-à-dire que l'ensemble des interactions que vous avez avec les gens autour de vous crée ce genre de graphique. Et ce que ça fait, c'est que c'est capable de vous dire quel type de téléphone vous êtes susceptible d'acheter la semaine prochaine. Parce que vos amis le font. Et donc, si on est capable de faire ça sur l'échelle humaine, on est capable aujourd'hui de le faire aussi sur l'océan. Et donc, d'avoir des outils informatisés qui nous permettent de comprendre qui est là et qui fait quoi. Et donc, puisqu'on est capable de prédire qu'est-ce que vous allez acheter la semaine prochaine, on espère pouvoir être capable de prédire quelle sera l'évolution du plancton dans le temps, en fonction des changements de l'environnement. Donc, sans ces outils mathématiques qu'on développe grâce à ces données compliquées, on est incapable de le faire. Donc voilà, on se dirige vers ça. Donc voilà, ça c'était un des exemples de ce que la Fondation a permis au cours de cette expédition. Et il y a eu plein d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a eu énormément de production scientifique. Et là, je vais juste revenir un petit peu sur la Fondation et l'après. Parce que ça, c'était tout ce qui a été fait. Et donc, la Fondation, maintenant, elle a aussi d'autres ambitions. Et je vous en ai parlé tout petit peu au début, là, c'était la station polaire. Ça sonne la fin. Donc, c'est la station polaire. Donc, Tara a beaucoup travaillé avec la goélette. On a fait beaucoup sur cette goélette. Mais il y a un des enjeux principaux pour les 20 prochaines années, c'est de la compréhension de notre océan Arctique, qui est un extraordinaire régulateur du climat, mais dont la glace fond à une vitesse folle. Pour vous donner un ordre de grandeur, en gros, depuis les 20 dernières années, l'Arctique a perdu l'équivalent de 10 fois la superficie de la France, en gros, en glace. Voilà. Donc ça, c'est venu de l'idée que Tara a commencé comme ça. La première expédition, c'était cette dérive là, à bord de la goélette, qui n'était pas très pratique, parce que la goélette, elle n'était pas vraiment faite pour ça. Elle aurait été faite pour être prise dans la glace, mais dérivée pendant 500 jours sur la glace, à bord d'un tout petit bateau. J'ai rencontré le marin, qui était le capitaine du bateau grâce à Tara Océan. Il était sur Tara Océan, qui a fait cette dérive. Et il m'a dit que pour lui, c'était une expérience incroyable, mais bon, c'était probablement le seul capitaine de bateau qui n'a pas eu à bouger son bateau pendant plus d'1 an. Et donc, il s'est laissé dériver sur la glace et ils ont fait tout un tas d'analyses. Et comme je le disais, finalement, c'est un océan qui est en danger, qui évolue vite. La glace, elle fond vite. Et donc, aujourd'hui, il faut se doter de moyens pour pouvoir l'étudier. Donc, c'est un des objectifs de la Fondation, qui s'associe à un consortium scientifique pour pouvoir aller étudier cet Arctique pour les 20 prochaines années. Donc ça se fera au travers de ce développement, la station polaire, qui en fait est un bateau, hein, ça ne ressemble pas vraiment à un bateau, mais c'est un bateau, c'est une capacité de navigation limitée, mais quand même. Et l'ensemble de ce qu'il y a là-dessous, c'est des labos qui permettront de faire à peu près le même type de recherche, même mieux que ce qui a été fait sur la goélette, parce que l'espace est un peu plus grand.
Donc ça se divise un peu comme ça. Il y a la timonerie ici, avec les différents espaces pour pouvoir vivre, et les laboratoires dans la partie semi-immergée ici de la structure, avec des capacités de déploiement pour faire tous les prélèvements océanographiques dont on aura besoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici de tout ça parce que je vous en ai déjà parlé, mais voilà, l'océan Arctique évolue vite, se transforme vite, et il est assez urgent d'aller pouvoir l'étudier avant que ce soit un peu trop tard en fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire 10 missions consécutives jusqu'en 2045. Chaque mission durera à peu près, a priori, 8 mois à 1 an et demi. Ça dépend en fait du temps que met la glace pour dériver vraiment de centrale arctique vers l'Atlantique et vers le Pacifique. Donc ça, ce sera chaque dérive. Au cours de chaque dérive, il y aura entre 12 et 18 membres. Alors 12 pendant la période hivernale, parce que 8 mois coincés sur cette structure, il vaut mieux être que 12. Et 18 pendant le gel et le dégel, parce que c'est des périodes où la glace est très active, et donc on va rajouter des chercheurs pour pouvoir travailler sur des thématiques plus compliquées, qui nécessiteront plus de monde que faire un suivi de caractéristiques relativement simples pendant les 8 mois de dérive ou les 8 mois passés sur la glace. Donc ce sera 90% finalement de ce temps quand même passé dans la glace. Donc juste pour dire que ce n'est pas juste un schéma, c'est réel, la structure elle existe. Ça c'était le chantier à Cherbourg il y a quelques mois, où la structure a commencé à être construite avec sa périphérie, donc c'est une énorme masse en acier. Ça c'est la timonerie qui a été rajoutée par-dessus. Ça c'est les espaces intérieurs là, qui permettront un peu d'avoir de la lumière de temps en temps, même si l'hiver arctique, il n'y a pas trop de lumière. Et la structure elle a été mise à l'eau fin novembre dernier, je crois. Et là, vous avez la vision des deux futurs outils de travail de la Fondation, la goélette et la station polaire. Donc l'idée de la première dérive, là, on est déjà dans cette phase-là de test. C'est d'aller faire une première campagne de test dans le Fram Strait, au Groenland, là, pour faire des tests de structure, de manœuvrabilité de la structure, etc. Il y aura une autre campagne un peu plus longue de tests entre mars et juillet pour tester tous les instruments scientifiques qui seront à bord. Et la première dérive, elle démarrera vraiment en juillet 2026 pour potentiellement se terminer aux alentours de novembre 2027. Donc voilà, ça c'est les prochaines aventures que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux ou en ligne ou par Romain quand il viendra se présenter la prochaine fois. Et donc sur ce, je vous remercie d'avoir été aussi attentif. Et je vous laisse avec les photos des gens, parce que finalement tout ça c'est des gens, ça a été dit au début, mais c'est une aventure humaine aussi tout ça. Donc ça c'est l'ensemble des personnels de la Fondation qui font que la Fondation existe, fonctionne, fait toutes ces expéditions, aide les scientifiques à monter les campagnes. Et ça c'est un tout petit panel des 700 chercheurs qui ont été impliqués depuis le départ sur les différentes expéditions.